J'ai lancé hier une enquête dans le cadre des cafés philo McDo sur la notion de parabole. Qu'est-ce qu'une parabole? Quelle est la fonction d'une parabole? L'intérêt de cette expression, c'est qu'elle se retrouve, elle évoque assez facilement les évangiles. On dirait même parfois pour certaines personnes que la parabole est le monopole des évangiles. Et en même temps, on peut s'en servir à tous les niveaux et dans tous les domaines. Et on pourrait dire que dans La Fontaine, par exemple, les fables de La Fontaine, il y a des paraboles. En tout cas, moi je voudrais faire l'apologie de la parabole et de sa fonction et de son usage. Et moi-même, j'en fais un usage assez intensif et j'aime bien même inventer des paraboles. Ce n'est pas forcément inventer des fables, mais en tout cas déplacer le sujet. C'est un déplacement du sujet. C'est une transposition du sujet sur un terrain que je qualifierais de plus général, de plus neutre même, que ce dont on veut parler de manière absolument aiguë et immédiate. Alors, c'est à double tranchant, parce que cette parabole, effectivement, elle a tendance à généraliser un processus. Prenons par exemple la fameuse parabole, si on peut appeler ça une parabole d'ailleurs, la séparation du bon grain et l'ivraie. C'est une comparaison, en tout cas. Alors, le mot parabole pour moi, est souvent synonyme de comparaison. Eh bien, ce qu'on peut accepter au niveau du jardinier, qui fait un peu le ménage dans son jardin et qui enlève les mauvaises herbes, ou qui enlève, je ne sais pas moi, dans n'importe quel... par exemple, même des fruits, il y a des fruits gâtés qu'il faut éliminer avant de les commercialiser, etc. Et après, évidemment, on peut transposer à nouveau en disant, bah oui, ce qui se défend à ce niveau-là, est-ce que ça ne se défendrait pas à d'autres niveaux? Pour ça, il y a d'ailleurs quelque temps, même la notion de pureté, par exemple, bon, on peut dire, c'est bon que les choses soient nettoyées, soient purifiées, mais dès qu'on transpose sur le plan social, ça fait problème. D'ailleurs, il y a une expression chez les nazis qui était Judenrein, c'est-à-dire purifié de ces juifs, purgé de ces juifs. Et c'est un petit peu ce qu'on appelle la différence entre le sens propre et le sens figuré. La parabole nous rétablit le sens propre. Contrairement à certaines personnes qui croient que la parabole c'est un figuré, au contraire, la parabole parle d'une chose très simple, le retour du fils prodigue par exemple, l'ouvrier de la 11e heure, bon, etc. Et elle nous parle de choses simples que tout le monde peut comprendre et accepter pour passer à des choses, à des enjeux plus complexes. Je vais donner quelques exemples de paraboles que j'ai utilisées ou que j'ai pu élaborer. La plus connue à ce jour, c'est celle du facteur. Le facteur qui remet un courrier de la part de l'expéditeur au destinataire. Donc il y a quatre éléments. Le messager, le facteur, l'expéditeur en amont, le destinataire en aval, et le message lui-même, la lettre contenue par, transportée, véhiculée, apportée par le facteur. Donc c'est toute une chaîne de choses, et ça m'a paru intéressant de faire accepter cette parabole pour parler des questions bibliques. Moïse est-il un facteur? Jésus est-il un facteur? Jérémie est-il un facteur? Les prophètes sont-ils des facteurs? Et s'ils sont des facteurs, ils ne sont ni responsables, à la limite, du message,
ni responsable de l'initiative du message, qui est celle qui tient à l'expéditeur. Quand on prend Exode 3, Exode chapitre 3, on a vraiment une situation tout à fait correspondant à ce que je viens de dire. Moïse est contacté, on lui dit voilà, tu diras ceci ou cela à tel peuple. Donc ceci ou cela, c'est le message, le peuple, c'est le destinataire. Et celui qui lui dit, c'est l'expéditeur. Donc c'est un rôle crucial, mais aussi modeste. Le facteur n'est pas responsable de ce qu'il fait. Tout comme quelqu'un qui lit un texte qu'on lui a demandé de lire, est-ce qu'il est responsable de ce qu'il lit? Grave question. Et il y a beaucoup de situations comme ça où finalement, bon, voilà, on transmet. J'ai reçu ça, je transmets. C'est comme vous savez, quand on fait passer un papier, bon voilà, je reçois, je transmets, je vais passer à côté. C'est aussi ce qui a donné les cadavres exquis. Donc, la question est de savoir quelle est la nature, le statut du messager, du facteur. Et pour passer à... Alors, c'est un personnage qui est intermédiaire, hein, comme Mercure, le messager des dieux, qui est intermédiaire entre les dieux tout-puissants et les hommes, les mortels. Et il est en quelque sorte de la nature des uns et des autres. Des uns et des autres. C'est un être hybride. C'est un demi-dieu, comme on dirait. Ou un surhomme, enfin peu importe. Et en ce sens-là, aussi, on peut dire qu'il est né aussi d'une double origine, à la fois divine et humaine. Sa naissance est spéciale. Alors, une naissance spéciale, ben Jésus il a une naissance spéciale. Si on en croit, évidemment, c'est un problème, si on en croit les évangiles, et notamment l'évangile selon Matthieu et selon Luc aussi. Donc, il est fils de l'homme et fils de Dieu à la fois. Ou c'est plus exactement, c'est un fils de Dieu qui est également fils d'une mortelle. Et c'est pour cela que dans les prophètes, Ézéchiel est interpellé, parce qu'Ézéchiel aussi c'est un facteur. Dieu l'appelle en disant fils de l'homme, Ben Adam, fils d'homme, fils de l'homme. On n'a pas assez réfléchi donc sur cette problématique, cette phénoménologie du facteur, du messager, de l'envoyé. Vous voyez, le Rassoul des musulmans, Mahomet, Rassoul Allah. Et donc, voyez-vous, en employant, en développant cette parabole du facteur, eh bien, on est arrivé avec mon groupe à mieux comprendre plus calmement, plus sereinement et plus rationnellement la notion d'envoyé de Dieu. Voilà. Et effectivement, un point qu'on m'a beaucoup critiqué, on m'a dit vous ne voulez pas que Moïse soit un hébreu. Non, effectivement. Le facteur n'a pas à appartenir au groupe auquel le message est destiné. Il n'appartient pas non plus d'ailleurs complètement au groupe de ceux qui ont envoyé le message. Il est dans une situation intermédiaire. Voilà. Et lui-même, il est de nature intermédiaire. Voilà. Alors donc finalement, pour revenir à mon enquête, je me suis aperçu que certaines personnes, je pense notamment à un groupe d'Africains qui sont au McDo aussi et qui font avec lesquels je ne fais pas de film mais avec qui je discute et qui sont juste à côté. Donc c'est une espèce de groupe bis animé par mon ami Guy, que je connais depuis pas mal d'années, depuis la cité universitaire où j'allais à une époque.
Lui, il était parti du principe, n'est-ce pas, que la parabole, c'était quelque chose de très complexe, de très hermétique. Alors que c'est très simple, au contraire. Et c'est curieux, ce malentendu, ce contresens. Pourquoi présenter des paraboles qui sont d'une simplicité enfantine comme des messages extrêmement secrets, abstraits, etc. Donc, il faut réhabiliter la parabole. La parabole, c'est une notion qui permet de passer d'un plan à un autre. Aussi, certains ont dit c'est une forme de parallélisme. Oui, il y a un parallélisme. On passe d'un plan à un autre qui est parallèle. Voilà ce que je voulais vous dire sur la parabole, et j'espère que ça vous a intéressé et éclairé.